Gabon politique, une émission consacrée à la politique nationale et à la promotion du débat démocratique dans notre pays. Gabon politique, c'est tous les mardis à 10h15, rediffusé le même jour à 20h et le jeudi à 15h15 sur Radio Gabon. Une présentation de Landry Boudjongo et Nelly Moutsogo. Mesdames, messieurs, chers auditeurs, bonjour ou bonsoir selon votre zone et heure d'écoute. Toujours ravi de vous retrouver dans le cadre de l'émission Gabon Politique, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à la politique nationale et à la promotion du débat démocratique dans notre pays. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Eban Ella, enseignant-chercheur à l'ENES, École normale supérieure, maître assistant CAMES en philosophie politique. Eban Ella, bonjour. Bonjour, Monsieur Boudjongo. Cher, merci d'avoir accepté notre invitation de ce jour. Notre thème pour ce numéro est 2 mois après la chute du régime PDG, quel signe de changement? Je suis Landry Boudjongo, avec moi pour cet échange, l'inoxydable Nelly Moutsogo. Nelly, bonjour. Bonjour Landry, bonjour Monsieur Ella, bonjour chers auditeurs. Bonjour Madame Moutsogo. Avant de lancer le débat, disons que l'émission Gabon Politique se veut une tribune de liberté d'opinion que Radio Gabon, la chaîne nationale, offre à toutes les forces vives de notre pays sans distinction de camp ou idéologie politique. Le but est de permettre à chaque acteur de présenter, de défendre et partager sa vision de développement de notre société. C'est un échange constructif et courtois, des questions sans complaisance pour des sujets sans tabou. Comme le dit notre confrère Albert Londres, journaliste français, notre métier n'est pas de faire plaisir, non pas de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. Une réaction à ce niveau. Je vous remercie, M. Boudjongo, de me donner la parole pour tenter d'apporter un élément d'interprétation en lien avec la pensée que vous venez de livrer. Alors, je dirais, de mon point de vue, que cette pensée met en exergue le principe de la liberté de la presse. Je part du principe que la presse doit être au service de la vérité. Et la particularité de la vérité, c'est que par moments, elle peut ne pas être bonne à entendre. Il n'appartient pas à toutes les intelligences, à tous les esprits d'en supporter le poids. Mais elle doit quand même être dite. Malgré le fait qu'elle ne plaise pas à tous les coups, malgré le fait que lorsqu'elle est divulguée, elle ne fasse pas forcément plaisir, la vérité doit quand même être dite. Et je pense de ce point de vue que la presse, pour être efficiente, efficace dans son rôle, dans sa vocation à diffuser les lumières, doit pouvoir servir la vérité, mais pour mieux la servir, elle doit bénéficier de toute sa liberté et de toute son indépendance. Et le rôle de la presse, à mon sens, se décline à ce niveau comme étant ce milieu qui a vocation à rationaliser la société, une vocation que je dirais thérapeutique. Elle doit servir la vérité, elle doit rationaliser la société. Merci pour cette analyse. Pour la suite de cette émission, les auditeurs voudraient connaître qui est Eban Ella. Parfois, c'est un peu difficile de se présenter soi-même et de parler de soi-même. Oui, la science a des contraintes. La science nous impose l'humilité. Voilà. Je suis enseignant-chercheur à l'École normale supérieure depuis bientôt déjà 8 ans. J'ai passé mon premier grade au CAMES en 2020 et je l'ai obtenu. Donc, ça fait de moi un maître assistant en philosophie politique. Je me suis spécialisé en philosophie politique parce qu'il y a beaucoup de grades dans chaque département. Mais moi, j'ai fait l'option de la philosophie politique. Je suis également écrivain. J'ai à mon actif 2 ouvrages publiés aux éditions Publibook. Le premier s'intitule Démocratie et légicentrisme, une esquisse de logique juridique. Je l'ai publié en 2019. Le second porte comme titre Les droits de l'homme et les universaux transculturels, regard sur la politique internationale, publié en 2020. Je fais également une publication variée d'articles en matière de recherche fondamentale et je publie également des articles de vulgarisation tels que celui que j'ai publié récemment à l'Union. Je dis également des conférences par an. Cette année, j'en ai déjà dit 3
d'autres vont intervenir et je viens souvent lorsque Radio Gabon m'offre de belles opportunités comme celle que vous m'offrez aujourd'hui, de venir faire usage public de la raison. C'est à nous de vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Nous allons poursuivre cette émission avec la partie actualité nationale avec Nelly Moutsougou. Monsieur, bon, là, une fois de plus, bienvenue à Radio Gabon. Merci. Alors, dernièrement, Brice Clotaire Oligui-Nguema, le président de la transition, au cours d'une rencontre avec ses frères d'armes, les a rappelés à la discipline qui est au cœur de leur mission même. Il les a appelés donc à mettre fin aux événements qui n'honorent pas leur corporation. Un commentaire là-dessus. C'est difficile de commenter une actualité aussi forte, aussi urgente, et surtout lorsqu'on n'a pas été partie prenante des événements. Mais je dois reconnaître, je dois à la vérité de dire également que la discipline, c'est le maître mot en toute chose. Sans discipline, il est très difficile pour une société d'avancer et de s'organiser dans les règles de l'art. Donc la discipline, c'est le leitmotiv dans le cadre de toute organisation sociale, politique, qui voudrait connaître des lendemains meilleurs. Donc je pense que ce maître mot qui a été pratiquement au cœur de la rencontre à laquelle vous venez de faire allusion en valait la peine, parce que c'est le centre, c'est le leitmotiv, c'est ce dont on a besoin dans une société pour mieux s'organiser et également organiser le vivre ensemble de façon adéquate. Alors à Libreville, il y a toujours le couvre-feu qui est en vigueur, qui débute à partir de minuit. Et dernièrement, nous avons été tous, on a eu l'information du jeune Karl qui a été tabassé à un checkpoint. Et après ça, en tout cas, il a perdu la vie. Un commentaire. Ce que je dirais, je ne vais pas me prononcer sur le décès du jeune gars auquel vous faites allusion. Je ne connais pas les circonstances dans lesquelles ça s'est passé. Je crois qu'il appartient aux autorités plutôt d'avoir un droit de réponse sur la question et à la communauté de se mettre à la disposition des règles édictées par la vie en collectivité. Alors l'actualité, c'est également l'augmentation des émoluments, des auxiliaires de commandement. Quelle est votre appréciation, monsieur, suite à cette décision du CTRI? Je pense pour ma part que cela participe de la volonté des autorités de la transition de faire bonne figure et de faire œuvre de bonne gouvernance. Une telle mesure ne peut qu'être saluée. Après avoir regardé le journal, chacun a pu évaluer à quel point le sentiment des élus bénéficiaires pouvait être visible et palpable. Donc, dès lors que ça participe de la bonne gouvernance et bonne gouvernance économique et de la démocratie, c'est une mesure louable. L'actualité, c'est également Novembre Bleu, qui a été lancé dans la province de Logoué-Maritime et qui a débuté le 1er du bon cours. Alors, mais malgré ça, on constate que comme les années antérieures, il n'y a toujours pas d'engouement du côté des hommes. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? C'est une bonne question. La particularité des hommes, c'est aussi, je ne dirais pas cette lourdeur, mais si il advenait au moins d'utiliser ce terme, je pense qu'il s'expliquerait aussi par cette particularité de leur part d'avoir beaucoup de choses en tête, d'être parfois départagés entre 1000 programmes dans la journée et parfois des programmes qui ne parviennent pas toujours à réaliser totalement. Cela ne voudrait pas insinuer que les hommes affichent un comportement de négligence à l'égard de ce qui est en actualité. Non. Je pense que chacun participe de l'organisation à sa manière et voilà. À Saint-Étienne, plusieurs hommes se montrent quand même assez réticents par rapport au dépistage. Oui, ce qui est aussi indéniable, c'est que les hommes sont relativement différents des femmes de ce point de vue.
c'est parfois aussi lié aux valeurs partagées. Il y a beaucoup d'hommes qui ne se contentent pas simplement d'être, au sens où on le voudrait aujourd'hui, des gens modernisés. Voilà, j'ai pas envie de dire, parce que moderne, c'est encore autre chose. Je veux dire ceux qui inscrivent leur comportement, leur personnalité, leurs actes, leurs gestes dans le cadre du modernisme et qui brillerait par une certaine rupture avec la tradition, avec les valeurs ancestrales, avec la culture. Mais ce que je peux vous répondre, c'est qu'il y a plein d'hommes, surtout en Afrique, qui n'ont pas opéré cette rupture. Il y en a qui incarnent beaucoup de valeurs, il y en a dont le comportement est le reflet de plusieurs formes d'interdits, de plusieurs tabous, et donc du coup, ils ne se prêtent pas à tout de manière complètement libre. D'accord. Ils ont besoin d'un recul axiologique, un recul critique, une petite autocritique avant de se mouvoir et de se déterminer d'une manière ou d'une autre. Merci, monsieur Baila. 2 mois après la chute du régime PDG, quel signe de changement? C'est notre thème d'aujourd'hui. On veut d'abord comprendre qu'est-ce que la philosophie politique. Je dois d'abord dire qu'à l'intérieur de la philosophie, il y a beaucoup de branches. C'est comme en médecine, comme dans le droit, il y a beaucoup de branches. La philosophie est également pareil. À l'intérieur, il y a cette branche qu'on appelle la philosophie politique qui s'inscrit à côté de la philosophie du droit et de la philosophie morale et politique. Et voilà. La philosophie politique est justement cette branche de la philosophie qui prend pour objet d'étude la politique, uniquement la politique. Elle questionne la politique, elle interroge la politique et en sonde la pratique de manière à dégager des maximes susceptibles d'être mis à, comment dire, sur la table du prince et donc des dirigeants du monde afin qu'ils s'en servent et que la société soit davantage rationalisée et juridicisée. Oui, mais le cas du Gabon, est-ce que vous pensez que les princes prennent en compte les rendus de vous les scientifiques? Toute société prend en compte. Ça ne peut pas être de façon spectaculaire. Parfois, le peuple ne peut pas se rendre compte de l'effectivité de cette prise en compte au niveau plus haut de l'État, mais c'est toujours pris en compte. La relation à l'intérieur d'une collectivité politique est toujours triangulaire. Il y a le politique, il y a le législatif et il y a le scientifique. On peut étendre cette relation triangulaire à d'autres sphères, mais la particularité de l'homme de science et donc de l'universitaire, c'est de produire des idées. C'est un producteur d'idées et c'est une force de proposition par le moyen de la recherche fondamentale, au moyen d'une évaluation des hypothèses de recherche qu'il vérifie et ensuite pour aboutir à des résultats conséquents et universellement valables en sciences, qu'il soumet à l'appréciation des autorités politiques par le moyen de l'écriture et donc de la publication des livres, par le moyen des conférences également, par le moyen des articles de vulgarisation et de recherche fondamentale et par le moyen des interviews telles que vous me l'accordez aujourd'hui. Et je dis encore chapeau à Radio Gabon. Et ensuite, après avoir commis tous ces actes, il les dépose sur la table des autorités qui en font un usage selon leur vouloir. Mais en général, ce qui se passe, c'est que les autorités communiquent avec les institutions législatives pour voir la possibilité de prendre en compte les propositions d'idées faites par l'université. Ok. Depuis le 30 août dernier jusqu'à ce jour, il y a un débat qui prend forme petit à petit. C'est le débat sur les terminologies. Coup d'État, coup de force, coup de salut. Est-ce que vous comprenez ce débat? Comprendre, oui. Disons que moi-même, je m'inscris dans ce débat parce que je vous l'ai dit d'entrée de jeu, j'ai publié un article à l'Union et j'aborde cet aspect-là sous un angle qui est propre à la lecture que moi je fais de cette question. Le débat tourne autour de deux éléments. Le premier, c'est que d'aucuns voudraient qu'on qualifie l'acte qui a intervenu le 30 août au Gabon, qu'on le qualifie de coup d'État, et d'autres dénient à cet acte-là ce qualificatif. Donc, le président du CTRI lui-même appelle ça le coup de la liberté, et je pense que le terme convient. Je fais partie de ceux qui soutiennent cette lecture, parce que
moi je l'ai démontré dans cet article-là, qu'un coup d'État obéit à une technicité. Un coup d'État obéit à des critères d'identification. Et il faut, Par exemple, parmi les éléments, il y a la brutalité, il y a la violence, il y a l'effusion de sang, il y a la mise à l'arrêt des membres du gouvernement et des dirigeants des institutions. Il y a beaucoup d'autres éléments. La liste n'est pas, je ne peux pas la rendre exhaustive maintenant. Or, lorsque vous regardez les circonstances du déroulement de ce que moi j'appelle l'acte de salut public ou l'acte d'appropriation de la souveraineté qui a intervenu le 30 août, il n'y a ni brutalité, il n'y a ni violence, il n'y a pas d'effusion de sang. Personne parmi les membres du gouvernement n'est aux arrêts. Alors, sémantiquement, nous n'avons pas d'éléments susceptibles de justifier le fait que l'on qualifie cela de coup d'État. Oui, mais certains disent que le coup d'État, c'est l'arrêt du fonctionnement normal des institutions. Est-ce que ce n'est pas le cas le 30 août? Bon, vous dites bien certain, mais lorsque l'on prend le concept du point de vue du sens tel que l'on peut le creuser, ça ne correspond pas véritablement à ce seul critère, parce que ce n'est qu'un critère parmi d'autres. On ne peut pas ramener tout un ensemble à un seul critère. L'autre question, c'est de savoir quel est votre niveau d'intérêt à l'actualité nationale actuellement, aux événements du pays. Alors, je suis Gabonais, j'aime mon pays, je suis donc habité par le patriotisme, par l'envie de voir mon pays prospérer, par l'envie de voir mon pays aller de l'avant et de se développer et de s'ériger sur la scène internationale comme tous les autres grands pays du monde. Et je suis, en tant que Gabonais, je suis également habité par le désir de voir les Gabonais, les compatriotes, connaître le bien-être, connaître le vivre ensemble approprié, tel que cela est décliné par le préambule de la charte de la transition. Donc, du coup, mon seul intérêt, vraiment pour répondre à la question de l'intérêt, se situe là. Maintenant, le second intérêt, c'est que je suis un homme de science, je suis un chercheur, l'actualité du pays m'interpelle. Dieu m'a fait grâce de me spécialiser en philosophie politique. Je ne peux ni être silencieux ni absent lorsque le pays a besoin de toutes ses ressources. J'ai nécessairement besoin d'apporter ma petite contribution, ma petite pierre à l'édifice qui est actuellement en gestation, en refondation et en reconstruction. C'est pourquoi je publie des livres, c'est pourquoi je fais des interviews, c'est pourquoi je publie des articles de vulgarisation. D'aucuns interpréteraient mon invitation ici comme étant, par exemple, un clin d'œil. Je ne fais pas de clin d'œil, je ne fais pas partie de ceux qui demandent quoi que ce soit. Tout ce que je fais, c'est du travail d'universitaire. J'apporte, je fais en philo politique, on appelle ça un usage public de la raison. Je fais un travail de diffusion de la lumière. Cela rentre dans les cordes de ma spécialité. Oui, comment parler du changement lorsqu'on a vu, par exemple, avant le 30 août, des Gabonais en masse aller souvent à des rencontres du PDG, dont on prend comme référence de l'avant et l'après 30 août, et les mêmes populations, les mobilisations, lorsqu'il y a le coup de libération, comme vous le dites, s'élève également pour s'élève également. Est-ce qu'on peut parler qu'il y a changement? Le concept de changement a une portée sémantique assez dense. On ne peut pas le restreindre au fait qu'un groupe d'hommes se soit réuni dans le cadre du congrès d'un parti ou dans le cadre du meeting d'un parti et qu'après, on voit un autre groupe de personnes mobilisées en train de courir dans la rue pour manifester leur joie suite à la libération nationale. Donc, le changement ne se limite pas là. Le changement a une dimension beaucoup plus importante que ça. Ceci étant, un autre aspect que parfois, vous savez, en matière de mobilisation politique, lors des campagnes électorales, la mobilisation n'est pas nécessairement liée au fait du partage de ce qui est en train de se faire. Parfois, les gens sont mobilisés
à partir des principes, des orientations parfois qui n'ont rien à voir avec la politique. Donc, vous pouvez aller à un meeting alors que vous ne partagez pas les idéaux du parti qui est en train, par exemple, de dire son meeting. Mais vous allez là-bas parce qu'il va être distribué ceci ou cela et que vous voulez être parmi les bénéficiaires. Parfois, on est guidé par l'appât du gain. Oui, mais aujourd'hui, on devrait parler changement précisément dans quel domaine? Vous posez la question de la typologie du changement. Le problème du changement peut être évalué sous plusieurs aspects. L'aspect typologique, l'aspect qualitatif, l'aspect dynamique. Puisque vous parlez de la typologie, il faut l'évaluer au niveau infrastructurel, il faut l'évaluer au niveau superstructurel. Quand je parle d'infrastructure, je pense aux bâtiments, aux installations, voilà, à tout ce qui est de l'ordre du perceptible. Je pense aux industries, voilà, tout ce qui est rentable au niveau matériel. Mais quand je parle de la superstructure, je pense aux valeurs, je pense aux idéaux, je pense aux mentalités, je pense à la moralité. Ce que je veux démontrer, c'est que le changement peut intervenir au niveau infrastructurel. Je vous prends un exemple simple. On passe d'un système à un autre. Après, quelques jours après la libération nationale, on voit des routes, des autoroutes qui sont en construction. On voit vraiment une révolution au niveau infrastructurel, de nouveaux lampadaires. Moi, quand je fais le bord de mer, à partir de 18h, je suis très émerveillé par les couleurs du drapeau gabonais. Voilà, donc ce renouveau-là est déjà un changement au niveau infrastructurel. On peut voir des buildings qui sortent des terres, on peut voir de nouvelles choses qui n'existaient pas auparavant. Maintenant, au niveau superstructurel, qui est vraiment le plus important, parce que une chose est de construire des immeubles et d'y loger des gens qui n'ont pas une mentalité capable d'habiter dans ce genre d'endroit, mais une autre est de révolutionner les gens intérieurement, de nettoyer l'intériorité des gens, et donc d'opérer ce changement superstructurel qui fait que le CTRI, par exemple, songe à la restauration des valeurs, à la restauration de la République, à la restauration de la dignité du Gabonais. Donc, cela demande une cure morale, mentale, idéologique, axiologique immense. Justement, vous parlez de cure morale qu'il faut. Selon vous, quels sont les défis persistants auxquels la société est confrontée après le départ du PDG? Défis persistants, il faudra les explorer domaine par domaine. J'aurais peut-être les principaux, si vous voulez. Voilà, bon. Ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux. Le peuple génère énormément des attentes. Et je reste persuadé que les autorités de la transition en aient pleinement conscience. Le peuple génère beaucoup d'attentes sur plusieurs angles. Au plan éducatif, voilà, il y a de plus en plus d'écoliers, d'élèves et d'étudiants. Donc, il est nécessaire de construire de nouvelles universités, de nouveaux lycées, de nouveaux établissements scolaires et jusqu'au primaire. Et sur ce plan également, vu que le pays est en phase de transition, donc, et que le CTRI insiste beaucoup sur la nécessité de se réapproprier les valeurs républicaines, j'en veux pour preuve le fait que ils aient demandé que l'hymne national soit à nouveau chanté dans les écoles. Donc, cette réappropriation des valeurs républicaines impose également la nécessité de réorienter les choses sous cet angle-là, sous cet angle axiologique, pour faire en sorte que les Gabonais soient à nouveau imbibés de patriotisme, qu'ils aient le sentiment, qu'ils puissent manifester le sentiment d'aimer leur pays et qu'ils manifestent également cette joie-là d'appartenir à la République gabonaise en tant que citoyen de ce pays. Donc, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau, mais il y a également du travail à faire au niveau des mentalités individuelles, en descendant jusque dans les rapports interhumains au sein de la collectivité qu'entretiennent les uns les autres dans les quartiers respectifs et dans les administrations, les rapports entre les ethnies, les rapports entre les administratifs, les rapports au niveau de la corporation professionnelle. Il importe que les Gabonais comprennent que
à partir du vent insufflé par le CTRI, la nécessité s'impose aujourd'hui de dépasser certains comportements et de les faire tomber en désuétude. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée du CTRI au pouvoir, est-ce que vous qui êtes l'analyste de la chose, sinon le théoricien de la chose politique, vous percevez qu'il y a quand même des éléments de changement aujourd'hui par rapport à l'avant 30 août? Personnellement, oui. Moi, je le perçois. Je ne peux pas tous les lister, mais ce que moi j'ai vu le 30 août, au Gabon en général, pour moi, c'est inédit. Je ne me rappelle pas l'avoir déjà vu auparavant. Et vous parlez de changement tout à l'heure. Ce qui s'est passé et la liesse populaire que ça a déclenché montre effectivement que le Gabonais avait le sentiment d'avoir recouvert sa liberté. Je n'insinue pas qu'auparavant, le Gabonais était captif de quelque chose, d'un quelconque système. Mais est-ce que vous, monsieur Eban, vous pensez avoir eu un changement personnel, hein, puisqu'on parle de coup de liberté de la part du président de la transition, est-ce que personnellement vous vivez vous-même ce changement, ce coup de liberté-là? Personnel, oui. Oui, la preuve, je donne quelques éléments au passage. À quel niveau? Au niveau de la production des idées, au niveau de la possibilité que m'offre désormais la République de diffuser, de divulguer ses idées. Je ne me rappelle pas avoir eu ce type d'opportunité auparavant. Ça ne veut pas dire que le génie tarissait. J'avais des éléments. Je vous ai dit que je publiais des livres à l'époque. C'est vrai, j'étais déjà venu à Radio Gabon auparavant, mais depuis le 30 août, je suis à ma deuxième invitation en l'espace de 2 mois. J'ai déjà publié un article à l'Union. C'est que, à mon propre niveau, je sens qu'il y a comme quelque chose qui s'est décanté. Oui, mais le travail aujourd'hui doit être fait au niveau de la population ou des acteurs politiques. Le travail local. Le travail pour changer, non seulement dans la pratique de la gestion du pays, non seulement dans les comportements. Il est plus à l'endroit des hommes politiques ou bien de la société? Je pense qu'il touche tous les paramètres de la société. Le changement n'est pas exclusif, il est inclusif. Aussi bien au sommet de l'État qu'au niveau du corps social. Vous-même, vous avez souligné d'entrée de jeu que le président du CTRI a organisé récemment une réunion avec les différents corps des forces armées de défense. Vous comprenez que même à ce niveau, il y a un travail qui se fait. Il y a un travail qui se fait au gouvernement, mais au niveau social également, il faut que le travail soit beaucoup plus accentué parce que je pense que c'est de plus en plus là-bas qu'il va falloir mettre beaucoup plus d'accent pour amener chaque citoyen à s'approprier les valeurs auxquelles nous invite le CTRI et les autorités de la transition. Monsieur, bon, récemment, le président de la République a pris part au sommet des 3 bassins au Congo-Brazzaville. Lorsqu'il est revenu, il est rentré au Gabon. On a assisté à un accueil, en tout cas... comme les temps anciens au niveau de... Voilà. À l'aéroport, les populations sont restées pendant des heures à attendre l'arrivée du président avec des banderoles, des t-shirts, des casquettes à l'effigie du président. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Alors, je vous vois venir, mais la question que l'on peut aussi se poser, on peut répondre à cette question par une question. C'est-à-dire que dans ma question, il y aura la réponse, ce qui donnerait lieu à une question rhétorique. La question que l'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui a justifié la mobilisation spontanée, j'insiste sur l'adjectif spontané, de cette population dont vous parlez. Est-ce qu'elle a été transportée? Est-ce que cette mobilisation a connu un préalable quelconque, du style une publicité immense par le canal des médias? Voilà. Est-ce qu'on a procédé à un travail de sensibilisation? Voilà. Est-ce qu'ils ont été transportés? Est-ce qu'ils ont eu de l'argent pour le faire? Moi, de mon point de vue, tel que je l'ai vu à la télé, s'il y avait eu de l'argent, ils seraient encore plus nombreux. Mais j'ai déduit qu'ils sont allés d'eux-mêmes parce qu'ils aiment leur chef de l'État, ils aiment leur président
ils aiment ce qui se passe actuellement au Gabon, ils l'approuvent, ils applaudissent. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, ils ont regardé à la télé l'ovation qu'a reçu le président du CTRI pendant ce sommet auquel vous faites allusion au Congo. Et l'efficacité de son discours que tout le monde, que toute la salle a acclamé et que beaucoup de Gabonais, une large majorité de la population gabonaise a apprécié. Donc, il était normal que ce peuple-là se mobilise pour aller accueillir son chef d'État. On peut le problématiser dans le cas du Gabon. Une certaine opinion publique voudrait relativiser cela et peut-être mettre cela en critique. Mais on a vu la même chose lorsque le président du Mali, le président de la transition malien, quand il revenait du sommet de l'ONU, il a été accueilli de la même manière par le peuple malien. Ça n'a pas fait l'objet d'interprétation. Oui, mais le contexte n'est pas le même parce que là-bas, il faut quand même dire qu'ils sont vraiment à couteau tiré avec la communauté internationale. Et ce n'est pas le cas, par exemple, la situation du Gabon. On a vu quelques condamnations, quelques décisions on sent des hésitations au niveau de la communauté internationale, des sanctions au Gabon dans certaines institutions. Voilà, vous avez anticipé sur l'élément que j'allais vous indiquer. C'est qu'après l'opération de réappropriation de la souveraineté, il y a eu des légères condamnations et eu égard à cela, il est normal que le peuple manifeste son soutien aux autorités de son pays pour montrer également à la diplomatie et à la communauté internationale que les autorités de la transition bénéficient de la légitimité requise. Oui, la question aujourd'hui qui a mené les militaires à s'intégrer dans la scène politique, c'est la chose politique. Comment on peut l'appréhender à partir du 30 août et jusqu'au moment où le militaire donne le pouvoir aux civils? Je ne comprends pas bien le sens de la question. On voudrait savoir comment s'en prendront les militaires, comment gérer les acteurs politiques pour qu'à la longue, après leur départ, les choses qui sont passées avant le 30 août ne se répètent plus. Je crois que la charte de la transition répond à la question. Les politiques, du moins certains d'entre eux, qui occupent certains postes de responsabilité, connaissent à peu près ce que la charte prévoit dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions au-delà de la transition, à la période post-transitoire. Maintenant, les autres, ils connaissent également toutes les dispositions figurent dans la charte de la transition. Voilà, donc, personne n'est là sans être conscient également des dispositions légales que... Oui, mais sur les changements moraux, par exemple, on peut attendre à peu près combien de temps pour comprendre que les choses ont vraiment changé dans la mentalité du Gabonais? Je dois dire que le changement est un processus. Certains considèrent que le changement se fait dans la rupture. C'est très difficile de voir un changement qui s'opère dans la rupture radicale, un changement qui serait synonyme de brisure totale. Est-ce que vous justifiez là l'implication des anciens PDGistes, par exemple, qui sont dans la gestion des pays actuellement? Je justifierais cette présence-là par des dispositions même de la charte. Le président de la transition veut mettre la transition dans le cadre de la réconciliation. Donc, il a clairement dit dès le début qu'il n'y a plus de PDGistes, il n'y a plus d'opposants, il n'y a que des Gabonais. Donc, et la transition a vocation à harmoniser les vues, à faire en sorte que les uns et les autres se retrouvent ensemble. Parce que c'est dans cet ensemble-là que tout le monde apporte son effort pour permettre à la société d'avancer. Oui, mais comme vous parlez des chartes, mais on sait quand même qu'en Afrique, même au Gabon, on touche toujours les constitutions sans trembler. Oui, les modifications arbitraires des constitutions sont monnaie courante. Je ne dirais pas en Afrique. Moi, je suis africain et j'ai pas envie... Le fait est plus récurrent en Afrique. Oui, ce n'est pas faux. Je dirais plutôt dans certains pays et dans certains régimes de l'Afrique et même du monde en général. Ça se fait aussi. Maintenant, voilà. Est-ce que ça augure des lendemains qui risquent de ne pas être meilleurs? Dans le cas du Gabon, je ne peux pas le présager. Ce que j'observe pour ma part, c'est un effort pour les autorités de la transition de démocratiser le pays et de faire en sorte qu'ils ne puissent plus connaître
passé sombre qu'il a vécu. Mais aujourd'hui, au niveau de l'environnement politique, comment les relations devraient normalement se créer désormais entre partis politiques, entre acteurs politiques? Je pense que pour l'instant, chaque parti politique doit travailler à consolider sa base. Parce que pour le moment, on est en transition. Vraiment, on ne réfléchit pas sur les rapports entre les partis politiques, mais au niveau individuel, au niveau interne, chaque parti politique devrait travailler à consolider sa base en vue des échéances politiques et électorales post-transitoires à venir. Maintenant, au niveau de la mentalité de la population, quel type d'orientation doit-on donner à la population pour qu'elle ne soit plus comme avant, orientée sur, par exemple, je vais à un meeting ou voter quelqu'un parce que j'ai reçu de l'argent? Ce type d'orientation ne peut pas être déterminé ex nihilo. Je pense que le CTRI, les autorités de la transition ainsi que le gouvernement ont déjà annoncé la tenue future d'un dialogue national. Il appartiendra à ce dialogue d'élaguer ce genre de questions et de procéder à la refondation de l'État en touchant tous les domaines, y compris celui de la restauration des valeurs. Et c'est sur cette base-là, j'imagine qu'à la fin, un mémorandum sera commis et après, il appartiendra maintenant à chaque citoyen de se l'approprier. Et j'imagine également que la presse, les médias vont être mis à contribution et sollicités davantage pour des spots publicitaires, pour un travail d'éducation populaire, de rationalisation de la société et de la citoyenneté, afin que ceux qui ne sont pas capables de s'approprier ce texte-là et de le lire, qu'ils regardent au moins la télé et qu'ils se rendent compte que désormais de nouvelles valeurs sont en vigueur et qu'il faut emboîter le pas dans la dynamique de l'observation de ces valeurs. Oui, mais est-ce qu'au niveau du dialogue dont vous parlez, est-ce que ce n'est pas trop d'éléments à l'intérieur? Parce qu'on sait quand même que c'est la chose politique qui est à l'origine de la situation qu'on a vécue l'autre en fait. Trop d'éléments, je ne pense pas. Il n'y a pas de saturation. Le Premier ministre, chef du gouvernement, demande même d'ailleurs à chaque citoyen, à chaque Gabonais, vraiment qui veut s'exprimer, qui veut être partie prenante de ce débat public, de venir déposer sa contribution. Personne n'est exclu, le dialogue national est inclusif. Aujourd'hui, les changements appellent le signe de la chute du régime PDG sont quasi palpables à vous entendre parler. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le PDG en lui-même, en tant que parti politique, pourra résister à cette vague de changement? Bon, c'est difficile pour moi de me prononcer à la place des PDGistes. Oui, le problème, c'est qu'ils auront du mal à se prononcer par rapport à ça, parce que c'est vous l'homme scientifique. Vous voyez ça de loin. Oui, c'est comme j'ai pour habitude de le dire. Le plus difficile n'est pas de chuter et de tomber. Le plus difficile, c'est de se relever. Et les plus grands esprits de ce monde, les grandes puissances également, les grands partis, ce sont ceux-là qui ont ce courage-là et cette capacité de se relever après la chute. Le temps nous tient. Votre mot de fin. C'est votre question, Nelly? Je voulais bien savoir quelles sont vos attentes pour l'avenir du pays maintenant que l'armée a pris le pouvoir, après la chute du PDG. Quelles sont vos attentes pour le pays? Je dois d'abord dire que moi, j'aime bien l'armée. Parce que les militaires sont très méthodiques. La stratégie, c'est vraiment leur dada. La discipline également. J'ai bon espoir que si les militaires mettent en exergue leur discipline et leur méthode au service de la République, le Gabon va cheminer progressivement, lentement, mais sûrement vers la démocratie et la bonne gouvernance. Pour répondre à votre question, c'est là mes attentes. Une plus grande propension à se démocratiser, une plus grande possibilité à faire en sorte que la bonne gouvernance soit désormais effective. Et à cela, j'invite à regarder aussi les choses du côté de la démocratie et du républicanisme. Le problème, c'est que les gens vont s'arrimer parce qu'ils ont l'esprit démocratique ou parce que c'est la contrainte militaire. Non, moi, je n'envisage pas les choses sous cet angle-là. Je ne parle pas de contraintes, je parle de méthode. Ce que j'aime chez les militaires, c'est cela. Ils sont très méthodiques. Ils sont comme les hommes de science. Chez eux, 1 + 1 donne ça. Il n'y a pas beaucoup de théorie.
Donc, s'il faut appliquer la démocratie, je me dis qu'ils vont l'appliquer méthodiquement. C'est ça la différence avec les civils. Le civil, il politise beaucoup, il théorise beaucoup. Voilà. Là où on attend de l'application, lui, il fait beaucoup de théorie. Le militaire, il est appliqué, il est méthodique, il est stratégique. Imaginez qu'ils mettent cela au service de la démocratie, de la bonne gouvernance. Si vous regardez même depuis le 30 août, depuis qu'ils sont là, regardez, la réaction, elle est automatique. On ne tergiverse pas, on ne discute pas beaucoup. On prend un décret, augmentation des émoluments pour les auxiliaires de commandement. On va attribuer à nouveau la bourse aux élèves du secondaire. Bon, les choses sont bien ordonnées. C'est pas beaucoup, on parle pas vraiment pour dire les choses trivialement, on ne parle pas beaucoup. Oui, mais est-ce qu'on ne soupçonnait pas aussi que cette affaire a été préparée aussi longtemps possible, parce que c'est quand même une feuille de route, on sent quand même très coordonnée. Quand vous dites affaire, l'arrivée des militaires, on a l'impression que depuis 2 mois, leur affaire est tellement bien coordonnée que ça n'a pas été préparé quand même en 2 jours, 3 jours. Comme vous dites, mettons donc cela sous le coup de l'impression. Nous n'avons pas des éléments de preuve pour l'attester. Les militaires sont au pouvoir. La transition, on le sait, ne dure pas souvent plus de 5 ans, plus de 3 ans, plus de 4 ans. Et c'est 50 ans de comportement. Est-ce que ça pourrait prendre un peu de temps? Du côté des civils. Ouais, vous faites bien de le dire et je vous donne raison. Un demi-siècle de comportement établi, pas facile à changer. Mais je pense que l'espoir est de mise. Je pense que nous devons espérer. Et de mon point de vue, les prémices ne me semblent pas du tout de nature à pouvoir décourager. Au regard de ce qui se fait jusque-là, en l'espace de 2 mois seulement et donc de 60 jours, je pense que ça augure des lendemains meilleurs. Il y a des raisons d'espérer. Oui, mais s'il arrivait que le peuple gabonais suive facilement les directives du CTRI, est-ce que c'est parce qu'ils attendaient le changement? On peut le dire comme ça. Je pense que le peuple gabonais était épris de liberté et de justice et qu'il avait besoin d'un sauveur, d'un libérateur. Et du coup, ça justifie son adhésion spontanée à toutes les mesures entreprises. Et il ne faut pas omettre le fait que l'adhésion n'est pas aveugle. On ne va pas insinuer que le peuple soit obscurantiste. L'adhésion est aussi liée au fait que les mesures sont positives, bonnes, et que ça cadre avec les attentes légitimes du peuple. Les jeunes élèves n'ont pas de bourse depuis plusieurs années, ça vous le savez. Alors, lorsqu'on décide de leur octroyer la bourse, ils ne peuvent qu'être contents. Il y avait beaucoup de jeunes diplômés au Gabon qui étaient au chômage, notamment dans le secteur éducatif. Les autorités du CTRI ont décidé d'octroyer 1000 postes budgétaires, de recruter 1000 enseignants. Ça ne peut que susciter l'adhésion massive. Les auxiliaires de commandement, les chefs de village étaient payés à 10 000 francs et ils sont payés maintenant au triple. Comment ça ne va pas susciter l'adhésion? Donc, il faut voir l'adhésion sous ces 2 angles-là. Il y a d'abord le fait que le peuple était pris de justice et de liberté et par le fait ne peut qu'adhérer massivement à cette mutation qui est en train de s'opérer. Il y a également le fait que les mesures qui sont prises en faveur de ce peuple-là participent de la bonne gouvernance et de la République. Et cela également suscite indéniablement cette adhésion massive à laquelle nous assistons. Ok, je crois que cette fois c'est la bonne, votre mot de fin. Je n'en avais pas, je ne l'ai pas. Ce que je peux dire, c'est un mot de remerciement à votre endroit, à l'endroit de vous, M. Boudiongo et Mme Motogo, et surtout à l'endroit de Radio Gabon et de Gabon Première, c'est vous qui nous faites l'honneur de nous inviter à ce type d'émission pour que nous fassions notre œuvre de diffusion de lumière et de rationalisation de la société.
Donc je vous remercie et je dis encore chapeau. Et c'est Radio Gabon qui vous remercie parce que là, c'est votre mot de fin pour ce numéro de Gabon Politique réalisé par Wilfried Nzo sous la supervision de Claudette Eoré. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous la semaine prochaine avec un nouvel invité et un nouveau thème.